législation qui a évolué rapidement dans le bon sens et nous sommes, pour ce qui est la valorisation, le tri et le recyclage des déchets, vraiment dans le top 5 européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énormes efforts à faire en matière de déchets. Je crois que le principal effort à faire est celui de réduire la quantité de déchets par, entre autres, les moyens qui ont été expliqués ici, les moyens d'économie circulaire. Alors, je vais vous parler rapidement quand même de quelques projets que nous avons. Il y a un projet utilisation, verdissement de la chaleur consommée par le réseau de chaleur de l'UC Louvain. Donc, vous savez que l'UC Louvain a un réseau de chaleur qui dessert un certain nombre de bâtiments publics et privés d'ailleurs du campus universitaire. Ces chaudières sont installées près du cyclotron et pour le moment elles fonctionnent au gaz naturel. Ce n'est pas le moyen le moins écologique, mais ce n'est pas le plus écologique. Et l'UCL a le projet de verdir cette consommation d'énergie en employant une énergie renouvelable. L'énergie renouvelable que nous avons proposée en association avec un gros opérateur industriel dont on peut le dire le nom, puisque le marché a été attribué, c'est Veolia, c'est d'utiliser le bois B. Le bois B, c'est quoi? Ce sont tous les bois qui ont été déjà, en fait, qui ont déjà connu une vie. Donc, ce ne sont pas des bois forestiers, ce ne sont pas des déchets d'abattage le long des routes, etc. Ce sont des bois qui ont déjà été manufacturés et sont en fin de vie, sont déposés, entre autres, dans nos réseaux de Reciparc, ce qu'on appelait avant les parcs à conteneurs. Ici, on emploie encore l'ancienne terminologie parc à conteneurs, donc ça s'appelle Reciparc maintenant. Et ces bois constituent un gisement qui est pas négligeable. Un chiffre, pour ce qui concerne le Brabant wallon, nos 17 parcs à Reciparc, nous récoltons 13 000 tonnes entre 13 et 15 000 tonnes de bois B chaque année. Donc ce sont des quantités importantes. L'idée, c'est quoi? Ces quantités, ces flux seront directement orientés vers une chaudière qui produira de l'eau chaude, mais également de l'électricité. Donc c'est une chaudière de type cogénération. Et cette eau chaude sera envoyée dans le circuit de chauffage de Louvain-la-Neuve, pendant l'hiver en tout cas. Pendant l'été, on cherche d'autres débouchés qui permettraient de continuer à utiliser l'eau chaude. Mais si on ne trouvait pas, pendant l'été, on fabriquera tout simplement plus d'électricité. Et cette électricité, on aura la possibilité, vous le verrez plus loin, de la mutualiser avec d'autres utilisateurs au sein du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Donc cette électricité sera bien entendu injectée dans le réseau. Donc le réseau continuera à être utilisé, mais il pourra l'être à des conditions financières plus intéressantes pour les consommateurs. On va le voir un peu plus loin. Et la chaleur, je l'ai dit, alimentera l'université en priorité, mais aussi d'autres opérateurs ou d'autres entreprises qui souhaiteraient en profiter. On peut passer à la suivante. C'est un projet qui est en cours d'élaboration maintenant, puisque le marché a été attribué. Je continue un peu sur le slide précédent. Et donc, avec Veolia, nous travaillons activement à la mise sur pied de cette unité de cogénération, qui devrait voir le jour. En principe, on devrait être opérationnel pour septembre 2023. Donc, vous voyez que c'est très rapidement. Alors, pour les projets d'éco-conception, on a déjà bien réfléchi sur ce sujet-là, entre autres pour la réhabilitation de 2 bâtiments. Le premier, c'est un bâtiment que nous avons acheté il y a maintenant 6-7 ans à Genneval, un bâtiment qui s'appelle le Mazerin, rue du Cerf à Genneval. Vous envoyez une photo là. Ce bâtiment, nous avons voulu, avec le copropriétaire, puisque nous avons 2 étages et la société BIA avait les 2 étages supérieurs, ensemble, nous avons voulu faire une rénovation de ce bâtiment suivant le concept cradle to cradle. Ce qui veut dire qu'on a réemployé au maximum tous les matériaux qui étaient déjà présents dans le bâtiment. Par exemple, on n'a pas remplacé les châssis, on les a simplement rénovés, on les a doublés par un 2e châssis, mais en plus, dans tous les matériaux qui ont été apportés en cours de rénovation sont des matériaux durables et recyclables. Alors, un petit exemple, la société Derbigum, bien connue à Perouet, a développé pour nous une membrane anti-vapeur
qui se trouve sur l'ensemble des surfaces intérieures. Et cette membrane a été réalisée par eux, c'était vraiment une première pour nous, uniquement avec des huiles végétales, c'est-à-dire sans utiliser de matériaux fossiles, donc pas de pétrole, uniquement des huiles végétales. D'abord, pour commencer, du point de vue écologique, c'est nettement mieux puisque ces membranes sont recyclables quasiment à l'infini. En plus, elles émettent beaucoup moins de particules nocives pour l'environnement et pour la santé des utilisateurs et des personnes qui vivent qui travaillent dans ce bâtiment. Et donc, grâce à notre soutien et à notre volonté d'aller plus loin, Derbigum a fait un saut en avant en proposant maintenant des produits 100% bio dans sa gamme de membranes d'étanchéité. La transformation de l'ancien car wash du site Peugeot à Nivelles, qui vient de se terminer maintenant, c'était un car wash qui était situé dans le site Peugeot, que certains ont bien connu quand c'était encore un grand parking dans lequel Peugeot stockait des voitures. Ben, nous avons racheté l'ensemble du site, 11 hectares. Nous avons gardé ce bâtiment car wash que nous n'avons pas voulu démolir, mais nous l'avons complètement habillé avec une structure en bois, et du bois local d'ailleurs, et une enveloppe très performante énergétiquement, ce qui rend ce bâtiment maintenant totalement basse énergie. Voilà une transformation pour un tout autre usage, un usage de bureau d'un bâtiment que nous n'avons pas voulu démolir, pas voulu créer des déchets de construction. Nous avons voulu au contraire nous axer vers une meilleure réhabilitation. Ce bâtiment est utilisé maintenant depuis quelques mois à la grande satisfaction des occupants. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, on a parlé de mutualisation d'énergie. Je crois que ça, c'est un concept très important. La législation wallonne est en train d'évoluer sensiblement en la matière et on devrait assez rapidement embrayer sur un projet pilote qui existe déjà, qui est le projet ZELDA, Zoning à énergie locale et durable, qui permet la création d'une communauté d'énergie renouvelable virtuelle au sein de parcs d'activités. Mais à terme, c'est destiné à aller plus loin que simplement les parcs d'activités. Ça pourrait être un quartier, ça pourrait être un village ou un quartier de ville, etc. Donc ce n'est pas uniquement réservé à l'usage professionnel, ça va à l'avenir connaître une extension normalement pour des usages aussi privés. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que nous avons, au sein d'une entité géographique bien déterminée, un certain nombre de producteurs et de consommateurs. Alors, producteurs, c'est très souvent, ce sont des gens qui ont des panneaux solaires sur leur toiture, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être des gens qui ont une petite unité de cogénération ou une grosse unité de cogénération, et donc qui produisent de l'énergie et qui ont trop d'énergie par rapport à leur consommation. Eh bien, cette énergie sera mutualisée à un prix intéressant aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Et comme je l'ai dit précédemment, à partir du moment où c'est le réseau qui est utilisé, eh bien, le gestionnaire de réseau, lui, continuera aussi, bon, il gagnera moins qu'avant, mais il ne perdra pas tout. Il continuera à être associé au modèle économique qui permettra la mutualisation, parce que bien entendu, il faut toujours le backup du réseau pour que ce système fonctionne. On ne peut pas imaginer, par exemple, que des panneaux solaires fassent tourner les entreprises en 3 pauses pendant les nuits. Le réseau reste, bien entendu, essentiel au fonctionnement de toutes nos entreprises, mais la mutualisation permettra quand même de faire diminuer sensiblement le coût de l'énergie. Vous savez que le coût de l'énergie pour la Wallonie et pour la Belgique est un élément pénalisant dans les facteurs d'attraction d'investissement étranger, parce que le coût de l'énergie est cher en Belgique. Et bien, par ce moyen, on pourra petit à petit, en tout cas, entamer un processus de diminution de coût de l'énergie pour les entreprises qui sont grosses consommatrices, entre autres, grâce à cette mutualisation. Alors, l'objectif pour les agences de développement territorial, ce que nous sommes pour le Brabant wallon, est de disposer à un horizon très proche de 29 communautés d'énergie renouvelable activables au sein des parcs d'activité économique. Et pour le Brabant wallon, une vingtaine d'entreprises ont déjà manifesté leur intérêt sur le parc de Louvain-la-Neuve et dans les 2 parcs de Nivelles Sud et Nivelles Nord. Voilà. Donc ça, c'est un dossier qui est bien sur les rails et qui devrait voir le jour
de façon tout à fait opérationnelle d'ici 2 ans. Voilà, ça c'est pour notre petite expérience. Alors vous dire quand même encore quelques mots. Comme toute entreprise publique, nous sommes contraints, pas contraints, nous voulons faire des plans stratégiques que nous faisons sur 3 ans. Et le plan stratégique que nous avons développé en 2019, donc pour les années 19, 20, 21, pour la première fois, nous reprenions dans ce plan 2 objectifs importants qui sont des objectifs transversaux, la décarbonation et la digitalisation du territoire, pour dire à quel point ces 2 préoccupations sont devenues essentielles pour notre développement. Nous avons d'ailleurs engagé un cadre qui s'occupera uniquement de ces matières transversales de décarbonation, digitalisation. Il veillera donc à ce que dans nos différents départements, vous savez qu'on gère beaucoup de métiers, l'assainissement, distribution d'eau, la gestion des déchets, etc. Eh bien, nous voulons maintenant avoir une vision totalement transversale qui nous permettra de mener des objectifs précis, chiffrés, de décarbonation et de digitalisation sur notre territoire. Nous avons de l'ambition pour le Brabant wallon. Cette ambition, nous la partageons avec un autre acteur essentiel qui est la province du Brabant wallon. Et ensemble, nous sommes là pour aider les entreprises, les PME, les indépendants à atteindre également cet objectif. Voilà. Super, merci Baudouin. Voilà, donc vous voyez afficher sur l'écran nos coordonnées des trois intervenants du jour. Je suppose, Alain, que les slides seront partagés avec l'ensemble des participants plus tard. Donc voilà. Oui, tout à fait. Tu nous envoies la présentation et on la transmettra aux participants demain ou plus tard. Très bien, c'est parfait. Merci. Donc voilà, donc évidemment, n'hésitez pas, si aujourd'hui on n'a pas le temps d'évoquer une problématique ou une question qui vous est chère ou qui vous pose problème justement, n'hésitez pas à nous recontacter par ailleurs pour avoir d'autres informations. Donc voilà, maintenant pour un peu continuer, eh bien, je pense que pour l'approche théorique, voilà, vous avez eu un aperçu un peu global de ce qui était entendu comme nouveau business model, comme business model innovant, avec quelques illustrations pratiques et concrètes chez nous, dans le Brabant wallon. J'ai envie de lancer un peu le débat et de maintenant vous solliciter et voilà, avoir un peu vos avis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en est sur... on vient de passer l'approche théorique, mais clairement, le nouveau modèle économique, transiter et faire évoluer son modèle économique, qu'il s'agisse d'économie circulaire au sens large, qu'il s'agisse de fonctionnalité, qu'il s'agisse de sharing economy, quel qu'il soit, pose certains problèmes, problèmes d'ordre financier, problèmes d'ordre confidentiel, pose certaines questions peut-être législatives aussi. Et ça, clairement, c'est en le pratiquant qu'on le découvrira. Sous sa définition actuelle, l'économie circulaire est encore finalement quelque chose d'un peu récent. Alors, c'est un principe qui ne l'est pas du tout, qui n'est pas du tout récent, mais dans sa définition économique et entrepreneuriale, ça l'est. Et donc, c'est encore un modèle qui évolue et qui évolue au fur et à mesure. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez décidé d'assister à cette table ronde, c'est que vous avez déjà entrepris des actions, vous avez déjà implémenté des actions d'économie circulaire au sein de votre activité, ou vous souhaitez le faire, vous vous posez des questions, vous avez... voilà. Et donc, je lance là le débat en vous demandant peut-être évidemment de débrancher votre micro, peut-être de remettre votre caméra le temps de parole. C'est beaucoup moins naturel et évident qu'en face-to-face. Mais bon, voilà, on est dans cette situation et je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'acter de la sorte. Donc voilà, donc débranchez votre micro, réactivez votre caméra. Et donc là, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'assister à cette table ronde? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez, que vous avez rencontrées, auxquelles vous souhaitez peut-être trouver réponse ou autre élément? Je vois qu'on a une première question.
J'ai vu afficher une main levée, mais je ne vois pas qui. Madame Rousseau. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Voilà, je suis Mireille Rousseau, Société du Train. Nous fabriquons du vêtement professionnel et depuis déjà quelques années, on a développé des produits de toute façon dans la confection du vêtement professionnel. Ça veut dire qu'on rejette tout ce qui est produit non durable. Nous avons aussi évidemment implémenté sur notre toit déjà depuis longtemps des panneaux photovoltaïques et pendant la crise du Covid ici, nous avons participé à un projet de la région wallonne pour innover et essayer de relocaliser. Je viens plutôt sur une question fondamentale à la façon dont nos pouvoirs publics fonctionnent. Vous ne pourrez peut-être pas y répondre, mais j'étais assez en tout cas interpellée par le fonctionnement des projets d'innovation ou une relocalisation, dans le sens où ben voilà, il y avait un lancement de fonds, de subsides à 80%, et puis on nous laisse un temps assez réduit pour pouvoir faire de la recherche. Cette recherche, à cause du temps réduit, n'a pas abouti à un développement. Et là, j'en arrive justement à se dire, on est des entrepreneurs, on veut innover dans le sens de la relocalisation, dans des circuits courts, dans tout ce qui va avec, etc., pour être plus proche de nos clients, éviter les transports et essayer de mutualiser également. Et ici, je suis interpellée de me dire, on arrive au bout d'un timing qui nous a été imparti parce qu'il faut rentrer, en fait, son budget sur 2020, et on ne nous demande pas, et la suite, on est avec un développement qui n'est pas finalisé. Et mon besoin et ma volonté, mon désir, c'est d'être vraiment à ne pas dire c'est du gâchis que d'avoir utilisé de l'argent public, mais qu'il faut aller jusqu'au bout de son développement. Et je suis interpellée parce que mon mari, par ailleurs, est professeur à l'université. Il me dit, mais tu sais, la recherche, c'est comme ça. On cherche, mais on ne trouve pas toujours. Et ici, je dis, c'est aussi un problème de circularité. On a droit à de l'argent public, mais qu'est-ce qu'on en fait pour le valoriser, pour aboutir à nos projets, pour que nos projets deviennent vraiment du concret et qu'on puisse être pleinement dans cette économie circulaire. Voilà, je lance un débat parce que j'étais affolée de me dire, mais on ne nous interroge pas. Oui, il y a un rapport qui doit être rentré, etc. Mais l'après de cela, on n'a pas fini. Alors voilà, et comme PME, malheureusement, on n'a pas Crésus si on n'a pas des fonds à l'infini pour se dire on va puiser dans notre trésorerie pour poursuivre l'effort. Une deuxième question, je suis toujours très étonnée quand je vois la définition de l'économie circulaire. On parle d'efficacité, mais on ne parle pas de qualité. Et je veux simplement ajouter une chose. Quand nous, on pense vêtements professionnels, il doit être durable pour les hôpitaux, les médecins, les soignants, etc. Et donc, notre thème de l'année, c'est d'ailleurs s'occuper des soignants. C'était avant le Covid, voilà, je pense que c'est un peu prophétique par ailleurs. Mais de se dire, on est occupé à rechercher sur le marché belge une façon de recycler, par exemple, les blouses, les surblouses qui sont portées pendant la crise. On récupère des hôpitaux pour faire des réparations des blouses pour qu'ils ne les jettent pas, parce qu'ils disparaissent comme des petits pains et on ne sait pas très bien où. Donc, ils essaient aussi d'avoir une traçabilité. Et là intervient le digital parce qu'on va y mettre des puces. Mais c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de qualité? Et nous, on se rend compte que quand on fait le choix de matière, quand on prend des matières de vêtements professionnels, ces matières doivent tenir au lavage industriel. Parce que forcément, il y a des exigences bactériologiques d'une part et d'hygiène, simplement. Mais on parle rarement de qualité. On ne parle pas de confort. Si on met quelque chose qui est confortable, on le portera plus longtemps que si on prend quelque chose qui... Voilà, ici, c'est en matière de vêtements professionnels, évidemment. Mais donc, nous recherchons la durabilité à travers le confort et la qualité du porteur. Sinon, il ne va pas le porter. Et c'est quelque chose, c'est une notion qui m'interroge. Enfin, moi, je m'interroge sur la notion de cette économie circulaire. On ne parle pas de qualité, on parle d'efficacité. Et je voudrais que ce paradigme soit réétudié. Qu'est-ce que ça veut dire une efficacité, finalement? Bon, j'imagine qu'on veut aussi utiliser le plus longtemps possible les ressources dont on dispose. Et donc, comme dernier point, je voulais aussi dire, nous essayons de recycler, nous cherchons des recycleurs, par exemple de polyester 100%, qui sont la matière dans laquelle on fait les surblouses pour l'instant pendant la crise. Eh bien, on ne trouve pas d'entreprise
prête à nous aider à recycler. Ça pourrait être du downcycling, alors évidemment, ça se termine dans des mops, etc. Mais pourquoi essayer de ne pas travailler notre structure industrielle vers du upcycling? Et là, peut-être que les pouvoirs publics peuvent nous aider. Oui, je crois que votre intervention est vraiment intéressante parce que vous relevez des gros défauts dans notre système de financement et d'encouragement des entreprises pour la recherche et le développement de nouveaux produits. C'est vrai que les pouvoirs régionaux, puisque c'est souvent d'eux qu'il s'agit, de la région qu'il s'agit, ont trop tendance à agir au coup par coup et de ne pas voir la continuité de la recherche et du développement. Ça, je crois que vous avez vraiment mis le doigt sur un vrai problème, qui est un problème qui doit être relayé au niveau politique pour attirer leur attention là-dessus. Ça, c'est tout à fait évident. Le confort et le bien-être lié aux produits générés par l'économie circulaire, c'est exactement la même démarche que le bien-être des utilisateurs d'un bâtiment rénové suivant les principes cradle to cradle. L'utilisateur est au centre de la préoccupation. C'est lui qui est l'élément déterminant de la rénovation d'un bâtiment, et c'est pour lui qu'on essaye d'avoir la rénovation la plus qualitative possible. Donc, cette expérience cradle to cradle, elle peut très bien s'appliquer aussi à votre secteur. Et alors, enfin, vous mettez le doigt sur une problématique que nous connaissons bien. J'ai dit tout à l'heure que nous étions les bons élèves de la classe européenne en matière de tri et recyclage, mais là où nous ne sommes pas les bons élèves, c'est en matière de filière industrielle pour le traitement de ces produits que nous récoltons, que nous trions, que nous essayons de revaloriser. Les problèmes que vous avez avec vos blouses polyester, nous les avons avec beaucoup des produits que nous traitons et que nous récupérons dans les recyparcs, etc. Par exemple, tout ce qui se trouve dans les sacs bleus, vous savez, ces sacs bleus, et dont maintenant la variété des produits qu'on va pouvoir déposer dedans à partir du mois de juillet sera encore étendue, puisque ce sera les PMC+, eh bien, on a beaucoup de mal à se débarrasser, pas à se débarrasser, à réintroduire ces produits dans les filières. Alors, là où ça va, c'est avec les canettes en métal, parce que là, les filières de recyclage du métal, elles sont bien connues et elles fonctionnent bien. Mais pour tout ce qui est plastique, c'est extrêmement compliqué. Et là aussi, je pense que vous avez raison, les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer pour favoriser l'émergence de vraies filières de recyclage de produits qui soient pas uniquement des produits qu'on envoie à l'étranger pour être recyclés par bateau entier vers la Chine ou vers des pays du tiers-monde. Nous avons aussi la responsabilité d'avoir une vraie filière industrielle chez nous. Merci. Effectivement. Alors moi j'ai une petite question pour rebondir sur votre première question, donc Madame Rousseau. Quelle était la finalité? Alors sans rentrer dans le détail, hein, j'imagine qu'il y a peut-être aussi une certaine confidentialité derrière, mais quelle était la finalité justement de ce programme public de financement? Mais justement, en fait, c'était vraiment un très beau projet parce que je rêvais depuis très longtemps comme PME d'avoir la possibilité de travailler la transversalité. On est souvent linéaire dans notre façon de fonctionner. On est tous, moi je suis dans la zone industrielle de Wavre-Nord, bien on ne se rencontre pas. On ne sait pas qui est en face, etc. Bon, on essaie un petit peu. Mais bref, on est venu me chercher au niveau d'un laboratoire de l'université et on m'a demandé si je voulais porter l'étendard d'un projet qui consistait dans la chose suivante, c'est de constater que dans le milieu, par exemple, médical, où nous avons énormément travaillé cette année-ci pour soutenir les hôpitaux en matériel durable, justement pour lutter contre le jetable. Tous ces masques jetables qu'on voit encore d'ailleurs dans la rue, ça me donne la migraine d'ailleurs, parce que je trouve incroyable voilà, le comportement des gens, mais ça c'est encore un autre débat qu'on pourrait lancer. On nous a demandé si on pouvait très rapidement fabriquer du vêtement pour les gens de première zone d'urgence en cas de pandémie. Bon voilà, en tout cas pour lutter pour se protéger des agents infectieux. Ça c'était la donne. Et c'était aussi de pouvoir travailler avec une université pour mettre au point une machine. Mais bon, une machine, ça ne se fait pas en 3 mois. Une machine qui nous permet de très rapidement fabriquer du vêtement, mais de manière différente. Non pas avec des machines à coudre, mais une autre façon d'assembler.
Et là, donc, on a mis un petit groupe d'ingénieurs sur la question, on a fait des essais, etc. Et on sait vers où on va. Mais on n'est pas encore dans le développement, on n'est que dans la recherche. Or, il y a une demande de relocaliser. Et aujourd'hui, pour le 25 d'ailleurs, le 25 novembre, je dois remettre mes rapports avec les factures, etc. En plus de ça, on n'a pas pu faire les tests comme on voulait parce qu'on était un peu freiné par la crise de cette deuxième vague. Et donc, nos soignants n'ont pas le temps même de tester ce qu'on développe. Mais on est loin d'avoir notre machine qui va fabriquer, on aurait voulu fabriquer 4 blouses à la minute, façon de parler. Vous voyez, quelque part, pour avoir une... Là, on parle d'efficacité, mais qu'il manque toujours des blouses de qualité et des blouses qui protègent, parce que c'était l'objectif. Donc, nous avons fait toute notre recherche au niveau des matières. Là, on est au point. Mais une machine qui assemble 4 pièces à la minute, non, on est loin du compte. On est loin du compte. Et pour avancer, on m'a dit, mais oui, mais tu sais, il y aura des avances qu'il faudra après rembourser, des avances remboursables. Mais je dis, mais quel est le système pour nous soutenir jusqu'au bout? Et hier, je m'étais lancée dans un énorme débat de fond en me disant, mais je ne comprends pas pourquoi on nous soutient dans une recherche qui n'aboutit pas à un développement parce que ce sont des budgets annuels et qu'il faut avoir consommé son budget et que l'année prochaine, on ne sait pas si on aura encore le budget et que finalement, on aurait tendance à, comment dirais-je, galoper trop vite pour faire un produit qui ne sera pas de qualité, pour achever quelque chose qui ne tiendra pas finalement la route. Et donc, où en serons-nous? Mais nulle part. Et c'est extraordinaire. On a un appui de la région wallonne. Ils sont à l'écoute. On a pu défendre. En fait, en parallèle, on a encore rentré un autre projet. Donc, on en avait 2. On pensait qu'un des 2 passerait. Bon, on en a 2, c'est extraordinaire. Mais c'est la même logique pour les 2. Et aujourd'hui, je m'interroge fondamentalement sur le fonctionnement de notre organisation, de nos régions et des subventions. Parce que ça ne tient plus la route dans notre manière de fonctionner. Bien sûr. Alors, c'est pas que... Je vous avoue, moi, j'ai jamais autant travaillé sur ici que de ma vie, hein, sincèrement. Alors, bon, on va pas chercher les médailles, c'est pas ça. Toutes mes équipes ont travaillé. On a vraiment travaillé avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'intelligence, de bon sens. Mais on n'arrive pas au délai imparti. Surtout qu'on a eu la réponse fin août. Donc, et fin août, on vous dit, fin novembre, c'est fini. Bonjour, vous devez avoir fait votre machine. Impossible. Donc, nous, on a refait une réunion hier soir. On s'est dit, il nous faut une année. Mais aujourd'hui, les subventions qu'on va gagner vont aboutir à quoi? Moi, comme PME, je ne suis pas assez forte en trésorerie pour pouvoir me dire, OK, j'ai une manne à côté de moi, je vais l'épuiser là. Si l'argent qu'on a reçu, qui est quand même déjà un beau petit pactole, n'aboutit pas à quelque chose de concret, pour moi, c'est de l'argent public utilisé pour rien. Et vraiment, je m'interpelle, voilà, et je suis confrontée, je vous dis, moi, dans mon couple, mon mari est professeur à l'université, mais il me dit, mais oui, mais la recherche, c'est ça. Mais je dis, pour un industriel, la recherche, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes déjà occupés à en parler à nos clients, parce qu'on doit faire des tests sur le terrain, et qu'un jour, nos clients vont dire, tiens, vous en êtes où avec votre machine? Vous avez pu produire. Nous, on attend votre produit. On ne peut pas promettre, et on va perdre notre crédibilité. On n'est pas loyal. C'est aussi ça, je veux dire, être acteur industriel aujourd'hui sur le terrain. C'est de pouvoir annoncer quelque chose qui est véridique. Mais comment faire des tests si on ne leur explique pas un petit peu? Il faut un storytelling derrière. Il faut quand même un minimum expliquer où on veut aller. Et puis ici, on dit non, fin novembre, c'est terminé. Voilà, c'est fini, merci. Merci, au revoir. Donc, je crois qu'il est temps... Ça fait, je pense, aussi partie de cette espèce d'économie circulaire. Si on relocalise, on doit avoir les moyens jusqu'au bout de nous donner la façon. Et je pense que, et c'est encore une chose, et je sais que les gens sont un peu dépourvus parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais on est attribué sur base d'un dossier, forcément, tout à fait complet, mais que les gens, nos politiques viennent voir sur le terrain ce que ça veut dire chez nous. Vous voyez, et moi, je prône dans cette économie circulaire la transversalité des rencontres de différents partenaires, de différentes compétences sur le marché. On est encore trop dans du linéaire. Et je revendique vraiment une nouvelle façon de fonctionner entre nous. Moi, quand on me demande c'est quoi le partage, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est du partage.
je partage ce que je fais, je rencontre une autre société. Bon, nous aussi, dans le zoning, on a fait des accords avec Accedis, qui est l'ETA, pas loin, à Limal, on a mis des choses en place. Et bon, voilà, je ne vais pas être trop longue, je ne vais pas prendre le temps de parole, mais terme, il faut les décoincer. Et je pensais que la crise allait justement permettre aux gens un peu de résilience et de réfléchir autrement, out the box. Et c'est vraiment une très bonne opportunité, un levier. Il faut pas laisser passer la chance, quoi. Voilà, je laisse la parole aux autres. Non, mais merci pour votre intervention, donc, Madame Rousseau. Donc moi, je retiens ici de ce que vous avez dit, et puis je vais demander à l'audience s'il y a des avis et des commentaires par rapport à ce qui a été dit, s'il y a des similarités dans ce qui a été couvert, voilà, de ce que vous connaissez. Mais effectivement, donc, je retiens la question de la qualité. Il est clair que quand on parle d'efficacité, on parle peut-être plus d'efficience que d'efficacité. Et l'efficience valide cette qualité. Pourquoi? Puisque bien, mon collègue Romain a justement présenté le cas de la fonctionnalité. Hein. Il est clair que l'intérêt d'un allongement de la durée de vie d'un produit pour le rendre plus durable est indispensable. Et donc, là, le lien de la qualité se fait totalement. Et voilà, donc d'où le lien avec l'efficience. Je retiens donc également ce terme efficience qui, en fait, vaut aussi, et là, c'est vrai que c'est un très beau lien que vous avez fait, vaut aussi pour des fonds publics. Il est clair que c'est un non-sens d'investir 1 euro pour en récupérer 0,5, de façon en tout cas monétisée, hein, via des externalités ou autres. Et donc, c'est clair que là, il y a un besoin d'efficience à trouver par rapport à ça. Vous avez parlé peut-être pas avec ce terme-là, mais je l'ai traduit comme ça, de transparence aussi, hein, toujours par rapport à l'utilisation de ces fonds, par rapport à l'objectif de ces fonds. Je pense que là où il y a un problème certain et un certain problème, c'est dans le timing élaboré pour viser ces objectifs. La vision actuelle, et c'est ce qui freine en fait l'économie circulaire, c'est ce qui freine l'évolution d'un modèle économique, c'est une vision qui est encore aujourd'hui très, très, très entrepreneuriale et donc peut-être très, 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 très peu long-termiste. Or, une vision économie circulaire qui vise du rendement tout en visant une qualité et une efficience a besoin de viser sur du long terme. Et les financements, effectivement, doivent suivre ce courant pour pouvoir répondre aux enjeux et aux attentes. Et pourtant, aujourd'hui, les financements sont peut-être encore trop liés à un modèle plus fermé, beaucoup plus court-termiste, qui va effectivement viser un développement R&D très rapide, mais avec un impact sur la commercialisation, sur la mise sur le marché, sur la possibilité de rendre disponible un produit, un service qui a répondu à tout un travail de recherche. Donc effectivement, il y a peut-être un gap entre ce financement R&D et ce financement lié à la commercialisation. Voilà, mais à la limite, peut-être qu'on pourra, pour ce cas précis, en rediscuter. Peut-être qu'il y a d'autres pistes potentiellement activables, effectivement dans un timing qui est un peu limité, mais voilà. Et alors, vous avez parlé de mutualisation aussi, mutualisation qui est un peu un des maîtres mots. C'est un terme qui est utilisé aussi par M. Léhardy. La mutualisation est très clairement un élément indispensable pour la mise en place et l'implémentation d'actions d'économie circulaire, qu'on parle de mutualisation matérielle, immatérielle ou énergétique. Hein. Le projet Zelda en est un peu un bel exemple. C'est clairement l'idée de la mutualisation. Donc voilà, est-ce que certaines personnes ont des avis hein, dans le public, des avis, des commentaires par rapport à ce qui a été dit, par rapport à une question de financement, par rapport à une question de définition de l'économie circulaire, par rapport à d'autres problématiques peut-être rencontrées par le passé, actuellement, ou dans l'implémentation de projets à venir? Pas forcément de réaction?
Non, apparemment, personne d'autre ne souhaite prendre la parole. Peut-être des commentaires, peut-être un peu plus généralistes, hein, qui ne vous concernent peut-être pas directement, mais qui peuvent peut-être enrichir et nourrir. Peut-être que des personnes représentant le secteur public ont des retours par rapport à ce qui a été dit. Je laisse le temps de la réaction. Non. J'ai suffisamment parlé, je pense que il faut laisser la place aux autres acteurs. J'avais encore d'autres exemples d'économie circulaire à citer, mais je pense que ça ne sert à rien. Tout le monde a bien compris, l'exposé que vous avez fait tous les deux était vraiment très clair. Donc, je crois que ce qui est intéressant, je lis les réactions, c'est qu'effectivement, un certain nombre de personnes nous quittent déjà, mais avec un intérêt global confirmé pour l'intervention d'aujourd'hui et cette table ronde. C'est déjà très bien. Oui. Effectivement, c'est vrai, hein, que je voyais donc un commentaire dans l'analyse du diagnostic du DT du Brabant Wallon. Il est imaginé un cluster plastique justement pour pouvoir lui donner une valeur ajoutée. Donc, effectivement, dans la réflexion publique, il y a des actions qui prennent du temps, hein, sans doute à être implémentées, mais qui ont clairement le mérite d'exister et qui ont, je pense, tout intérêt à être soutenues et poussées. Autre commentaire, la région Wallonne sollicite l'avis de tous dans le cadre du plan stratégique Get Up Wallonia. Il vaudrait peut-être la peine de faire remonter les problématiques abordées ce matin. Effectivement, c'est un point très intéressant puisque l'économie circulaire est un levier important dans la relance et je ne peux que rejoindre cet avis, hein. Il est clair que dans un modèle actuel où économiquement les temps sont durs, alors certes, certains secteurs, certaines activités s'en sortent finalement, s'en sortent plutôt pas mal, hein, par opportunisme ou peut-être avec des effets un peu plus indésirables derrière, mais peu importe. Disons qu'à part certains secteurs, il est clair qu'il est important à l'heure actuelle de faire preuve de résilience et d'être capable de se réinventer, d'être capable de se relancer d'une manière un peu différente, un peu différenciée. Et il est clair que l'économie circulaire en est un levier important. Donc je rejoins tout